Habitante d'un petit village. Alors j'ai des petites questions qui me trottent dans la tête, c'est simplement pour demander, par exemple, s'il y a des critères pour la distance par rapport aux propriétés qui sont sur les photovoltaïques. Est-ce qu'il y a des critères pour les sociétés qui construisent des photovoltaïques par rapport aux maisons? Ensuite, j'ai une autre question qui m'a passé par la tête parce que je me dis, si je veux mettre des photos au sol également, vous avez donc un bail de 40 ans, c'est ça? Alors je voulais savoir en cas de décès du propriétaire, comment ça se passe au niveau passation de la transaction et au niveau de la succession, comment ça se fait? Parce que moi, si je veux mettre quelque chose, je ne sais pas ce que mes enfants vont avoir et comment ça va marcher. Et ensuite, si jamais votre société, votre société photovoltaïque s'écroule ou bien elle veut vendre à quelqu'un, comment ça marche, quelles sont les garanties qu'on a. Et dernière question qui m'est passée également par la tête, parce que vous m'avez parlé là de vos déchets, parce que moi j'ai été surprise en voyant des photovoltaïques à beaucoup d'endroits, alors là ça m'a un peu interloquée. Je voulais savoir quand est-ce que vous les ramassez et tous les combien et qu'est-ce que vous en faites, parce que moi je les ai vus traîner et sous les panneaux solaires et sur des zones en Dordogne, dans le Gers, il y a déjà des panneaux solaires, hein, et il y a plein de déchets, mais ils sont cachés sous les panneaux solaires. Alors si les panneaux solaires deviennent aussi des poubelles, je voulais savoir comment vous faites et comment vous organisez. Voilà, merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup de vos questions. Alors, je n'ai pas rendu toutes les questions. Oui, donc pour le foncier. Donc sur l'impact des panneaux sur, je pense, l'immobilier. Donc, je pense que c'est ce que vous entendez, la distance, si elle est réglementée par rapport aux habitations. Dans l'éolien, il me semble que oui, qu'il y a des distances qui sont spécifiées par rapport à ça. Dans le solaire, il n'y en a pas. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un permis de construire en plein centre-bourg, d'élus motivés à dynamiser du coup leur commune. Donc je peux vous transmettre le permis de construire. Il y a des communes qui ont fait des projets en centre de village, avec 5 voisins autour. Donc j'ai envie de dire non, il n'y a pas trop d'interdiction par rapport à ça. Pas de servitude associée, pardon. Deuxième question. En cas de décès. Oui, transmission du panneau phytotique. Donc par rapport à des locations, oui, du coup, comment se fait un parc solaire sur un foncier? C'est très simple, c'est que nous, Photosol, on n'a aucune utilité du coup à acheter du foncier. Loin de là, on n'est pas du tout une foncière. On est là pour louer des terrains. Vu que l'installation est totalement réversible, on loue juste le sol. Comme vous mettez des panneaux sur toiture, vous louez un peu la surface utile entre le sol, entre vos panneaux et puis l'air ambiant. C'est bête, c'est un peu juridique, mais on est juste loueur de foncier, en gros. Selon une temporalité du coût de revente de l'énergie, donc sur 20 ans, donc ça c'est contractualisé par EDF. Donc on a un contrat d'achat de 20 ans qui justement conforte les banques dans le remboursement du coût de l'emprunt qui est fait pour le projet. Donc ça c'est un contrat qui est même conditionné par rapport à la commission de régulation de l'énergie. Alors je vais rentrer dans le détail, ce qu'il me faut. Quand vous écoutez dans le calendrier du coup, les prévisions de chantier, les services, tout ça, le permis de construire, c'est qu'un jalon, c'est qu'une maille du process. Parce qu'à l'issue de l'obtention du permis de construire, Photosol devra présenter un ensemble de produits nationaux, tous les éléments confondus, toutes puissances confondues, toutes conditions environnementales confondues, le charge carrière, etc., qui ont des modifications tarifaires pour les énergéticiens, pour asseoir comment dire, les effets, enfin tout technique, parce que quand vous mettez sur des décharges extérieures, vous avez un complément, un investissement supplémentaire à apporter, donc ça veut dire des stages, donc c'est l'investissement, c'est ce qui coûte, ça coûte de l'argent. Et donc c'est pour ça que le gouvernement favorise le développement du projet sur le terrain du palais et pas sur si les énergéticiens ne prennent pas soin de leur centrale et qu'ils laissent leur centrale comme une décharge, je pense qu'ils sont connus. Donc, je pense que vous connaissez l'énergéticien qui a laissé des panneaux au sol. Donc je pense qu'une communication auprès des élus locaux pour leur dire du coup de ramasser leurs déchets, c'est le plus en adéquation par rapport à ça. Nous, on a nos on a notre propre filiale qui gère tous nos parcs. Donc ce qui sous-entend là, la taille de haie, ça veut dire le ramassage de débris, même si je ne sais pas trop comment est-ce qu'il peut en avoir. Et par rapport aux panneaux que vous dites qui sont au sol, comme je vous disais tout à l'heure, il y a la filiale Plécycle du coup qui gère et qui constitue du coup le recyclage de l'ensemble des panneaux.
Pour ce qui est du câblage, idem, s'il y a des résidus de câbles sur site, c'est transmis. Et après, voilà, c'est une gestion du parc. Donc, c'est à voir avec l'énergéticien que vous devez connaître, s'il fait mal son boulot ou pas. Enfin, c'est pas le cas de Photosol. Enfin, vous pouvez visiter n'importe quelle centrale. Non, mais quand c'est comme ça, vous avez un contrat avec, je sais pas, tous les 2 mois, vous êtes obligé de ramasser, je sais pas, Mais ramasser quoi? Ce qui est en déchets. Les panneaux solaires, je suppose que de temps en temps, il y en aura bien un qui ne fonctionnera pas, vous serez obligé de le changer. Oui, mais les panneaux sont... Bon, alors vous les enlevez, vous les changez. Oui, c'est ça. Et vous avez des contrats comme quoi, tous les autant de mois, comme des éboueurs, vous passez, ramasser les déchets. Les PV cycles, oui. Donc on a PV cycle qui vient sur site, qui prend le panneau et qui l'amène dans une filière dédiée de recyclage. Mais les panneaux sont fixés sur les structures, donc ils ne tombent pas. Et nous, on a un gage et surtout une responsabilité de tenir nos parcs en l'état pour conforter la production d'énergie. Donc le fait de dégrader nous-mêmes notre centrale, ça nous mettrait plus en défaut de production, donc du coup de remboursement de notre emprunt. Donc on serait un peu en manque du coup de faire des productions énergétiques sur le réseau, c'est ce que je voulais dire. Monsieur, une question là? Non, il y avait une quatrième question, je ne me rappelle plus, mais l'impression. Où dans le Gers? Où dans le Gers? Ou dans le Gers. Oh ben, à Valence de Bias, par exemple. Où? À Valence de Bias, c'est ça? Baïse. Non, c'est Valence de Baïse. Et alors? On va revenir sur Montcuq alors avec une autre question. Je m'appelle Marc Gastal, je suis conseiller départemental de ce canton. Et d'ailleurs, je dois excuser Maryse Maury qui ne peut pas être là ce soir. Donc, avec Maryse Maury et d'autres élus départementaux, nous avons écrit une charte, plusieurs, puisque effectivement, parler d'énergie renouvelable, c'est pas un vain mot. Et c'est pas un gros mot surtout, je crois qu'on doit y aller complètement. Et donc, bien sûr, on a fait la première charte avec le photovoltaïque, la deuxième avec l'éolien. Ensuite, on a parlé bien sûr de l'hydraulique et même de la méthanisation. Dans chaque domaine, nous avons écrit une charte. Ce que je peux vous dire, c'est que le projet présenté pour Montcuq-en-Quercy-Blanc rentre complètement dans la charte du département. Ça, je tiens à vous le dire, absolument. Que ce soit par rapport à la distance au poste source, que ce soit par rapport notamment à l'inclinaison notamment des panneaux, puisqu'on a mis tout ça en place. On a vu des exemples où ça s'est très très mal passé. On avait l'impression qu'il y avait que les panneaux avaient été jetés au sol. Ils étaient à 50 cm du sol, impossible de les travailler dessous. Mettre les animaux, c'était pas possible. Enfin voilà. Là, ce projet que je soutiens personnellement et que Mme Maury soutient aussi, Monsieur le commissaire enquêteur, j'aurai l'occasion de venir vous voir. Vraiment, je suis très très favorable parce que, je vous dis, il correspond complètement à la charte départementale. Voilà ce que je voulais vous dire. Une question? Oui. Merci beaucoup. Donc bonjour, je m'appelle Elisabeth Poitrineau, je suis une habitante de Montcuq. J'ai déjà visité en attelage derrière Contoise le site. Bon, juste pour dire comme souvenir qu'on voyait sur le même plateau la même terre qui d'un côté était en bio et de l'autre côté en lavande, et que le potentiel de rendement et la vie du sol étaient totalement sans comparaison possible, quoi. On l'aurait peut-être pas matraqué d'engrais et de pesticides, mais on aurait fait du plus biologique qui serait peut-être plus valorisé. Mais ça, c'était juste pour me présenter, pour me dire comment je m'étais rapprochée de ce projet. Mais ma question très précise, j'étais contente de le voir apparaître dans le diaporama, c'est qu'il est fait état du bilan énergie grise, énergie verte. Et en fait, ce que je vous demanderai instamment, si ça n'est pas déjà dans le document de projet, parce que vous dites en une ligne que c'est OK, que vous présentiez bien le bilan de toute l'énergie grise, c'est-à-dire tout ce qui a été dépensé en émissions CO2 et en extraction de métaux, dont le pic de présence sous la surface de la Terre est dépassé. Il en reste moins de la moitié devant nous et encore moins extractible, en particulier le cuivre. Donc je voudrais bien avoir en très très clair le bilan de tout ce qui est dépensé donc, dans ces métaux qui se raréfient, que ce soit donc le cuivre ou ceux des panneaux, et le CO2 émis pendant ce temps, et la durée de restitution compensatrice que vont faire les panneaux, y compris le fonctionnement, quoi, les déchets de fonctionnement et tout ça, quoi, qui va être aussi un petit peu en balance négative.
Ça, je voudrais vraiment que ça soit très précis là-dessus, parce que lorsque j'avais visité, je me souviens très bien qu'avec des ampérages et des voltages très très forts, il allait commencer à y avoir un câblage électrique, un câblage en cuivre de très fort diamètre, et sur des grandes distances, Lozerte, j'ai entendu même parler de Saint-Aloysie, donc avec des pelleteuses pour faire des trous, tout ça là, ça émet du CO2 et ça dépense donc de ce métal cuivre dont nous avons dépassé la moitié sur Terre. Voilà, je voudrais vraiment un bilan complet du gris et du restitué en verre. Merci. Un beau schéma où on voit tous les chiffres. Merci. Eh ben, c'est une très bonne question, je vous remercie beaucoup parce que c'est une demande aussi formulée par le département. Alors. Qui nous a demandé de consolider une analyse de cycle de vie, donc c'est une ACV, qui présente un peu la constitution, toute la chaîne de valeur de l'extraction jusqu'au transport, la fabrication du coup de l'ensemble des matériels du parc. Donc on l'a fait, c'est présent dans le cahier des annexes de l'étude d'impact, donc c'est le bureau d'études E6 qui a constitué du coup cette étude et qui a pu du coup présenter le bilan carbone, donc ce qu'on appelle le grammage de CO2 par kilowattheure produit. Il me semble que peut-être on est entre 22 et 23 grammes, ce qui est une très belle performance, là où il me semble que l'ADEME présente une projection à 44 grammes pour le solaire. Donc on a fait, je pense, un très gros effort. Vous avez toutes les informations. Bon, c'est un peu dense, parce que c'est une ACV préliminaire, parce qu'une ACV peut se constituer en début de réflexion de projet. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'était un peu complexe. Mais une ACV peut se faire pour tout projet d'aménagement. Donc ça, c'est un exercice très intéressant, coûteux, parce que vous devez remonter toutes les chaînes de valeur de tous les produits, tous les matériaux qui sont mis sur site. Mais c'est une ACV, ça existe, c'est un protocole, donc c'est l'analyse de cycle de vie Voilà. d'un projet. Et ça, c'est dans l'étude d'impact. Donc là-dessus, vous avez tous les graphiques, toutes les données, tous les tableaux en annexe de l'étude. Et j'ai pas tout en tête, mais je vous invite à... On les inspectera. Vous m'avez parlé de coûts en CO2, mais vous ne m'avez pas dit sur quelle durée, c'est-à-dire 34 grammes, sur quelle durée vous récupérez tout ce qui a été. Bon, parce qu'au début, c'est plutôt négatif. Au début, dans les premières années, il faut rembourser tous les coûts de l'énergie grise, quoi. Donc vous ne m'avez pas dit sur combien d'années, mais peu importe, on verra sur le dossier. Alors moi, je vais juste rajouter un petit commentaire, si madame avait quelques doutes sur la possibilité de trouver la réponse à la question très précise qu'elle vient de poser. Je l'invite à le faire dans le canal du registre numérique qui est à disposition sur ce sujet-là. Et je vous promets de m'en faire le relais dans le procès-verbal de synthèse que j'adresse 8 jours après la fin de l'enquête au porteur de projet et auquel il est censé répondre. Enfin, il peut ne pas y répondre s'il veut. Enfin, après, j'en tirerai les conclusions que je voudrais. Mais théoriquement, quand je pose des questions au maître d'ouvrage dans le cadre de ce PV de synthèse, on arrive à avoir des réponses précises à des questions précises. Donc, si vous ne trouvez pas dans l'étude d'impact, utilisez le registre numérique, il est fait pour ça. Merci bien. Oui, bonjour, Alexis Lavarre. Moi, je m'interroge sur quand vous parlez de l'aspect agricole, sur l'installation de jeunes agriculteurs, mais est-ce qu'il y a aussi des impacts collatéraux, c'est-à-dire, moi je pense à la distorsion de concurrence, c'est un éleveur qui serait à côté et qui ferait le même type de production. Il y a un problème sur la rentabilité de cette exploitation et par rapport à quelqu'un qui sera à côté. Et il y a un autre problème que je vois, moi, c'est il y a déjà une pression sur le foncier agricole. Et quel est le montant des locations du site, en fait, que touche, je ne sais pas, le propriétaire, parce que ça veut dire que les terres ici qui devraient être à vocation agricole, ça rajoute un autre facteur sur tout le reste des pressions qu'il y a sur le foncier. Voilà, donc j'aimerais un petit commentaire là-dessus, si c'était possible. Écoutez, alors je vais me présenter parce qu'effectivement je voulais le faire tout à l'heure. Donc Cyril Bouillet, Société Photosol, responsable des projets agricoles et relations territoriales. Donc sur la notion de distorsion de concurrence entre éleveurs du même territoire, écoutez, aujourd'hui, je dirais le prix de vente des animaux se fait par des groupements d'éleveurs, se fait par un marché qui est national, voire international. Donc ce n'est pas le fait d'avoir une centrale agrivoltaïque qui ramène une rémunération complémentaire qui va jouer sur le prix de vente des agneaux. D'ailleurs, j'imagine que des éleveurs ont chacun des projets assez différents qui leur apportent de l'argent de manière différente, et donc c'est pas pour autant qu'ils vendent à un prix différent les agneaux. Donc il n'y a pas de distorsion de concurrence à ce niveau-là.
Donc j'espère avoir répondu à votre question concernant ce point. Concernant l'autre point qui est donc la notion liée au foncier et donc aux problématiques d'augmentation du prix du foncier autour d'un projet photovoltaïque. Ça, c'est une question effectivement qui revient souvent, à laquelle les études devront répondre. Il y a un observatoire qui est prévu prochainement pour observer tout ça. Nous, notre point de vue, qui reste un point de vue, c'est que on ne voit pas en quoi une centrale photovoltaïque agrivoltaïque va jouer sur le prix des terres, prix du foncier à proximité. Puisqu'en fait, si elle est survalorisée, je dirais, c'est du fait qu'il y ait une installation photovoltaïque, agrivoltaïque. Une fois que celle-ci sera enlevée, les terres, vu qu'elles seront remises dans leur état d'origine, se reviendront au même prix. Donc au final, c'est pas le foncier en tant que tel qui va valoir plus, si jamais ce terrain-là se vend plus, c'est l'activité photovoltaïque qu'il peut y avoir dessus, sachant qu'effectivement, l'idée, c'est plutôt de transmettre, je pense, entre propriétaires. Question ici. Georges Winter, France Nature Environnement, Midi-Pyrénées, mais je suis aussi résident dans le Lot. Je vais faire juste un petit complément à ce que vous venez de dire, parce que le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, dans un débat au Sénat, le 5 janvier dernier, vous pouvez vérifier sur le Sénat, a lui-même reconnu que le prix du foncier, du fait de l'agrivoltaïsme, avait été multiplié par 10 ou même quelquefois 20 fois. Donc je vous demande d'aller voir sur le site. Mais c'était pas. Regardez sur le site. Vous savez, on participe aussi, nous, au débat sur effectivement l'agrivoltaïsme au niveau du gouvernement. Aujourd'hui, non, c'est pas du tout ce qu'il a dit, ça contribue pas à l'augmentation de 10 ou 20 fois du prix du foncier, donc de prix de vente du foncier. Après, donc la location effectivement d'un terrain va au-delà du fermage aujourd'hui, mais c'est peut-être, voilà. En tout cas, sur le prix du foncier en tant que tel, je ne pense pas qu'il... Là, vous vérifierez sur le site du Sénat, s'il vous plaît, le 5 janvier. Il y avait aussi c'était pas le sens de ma question. Le sens de ma question, ça portait sur la biodiversité. Parce qu'il semble bien qu'effectivement, votre projet achoppe sur ces dimensions-là de biodiversité. Je précise que France Nature Environnement est entièrement pour la transition énergétique et pour le photovoltaïque, mais pas de cette façon-là. C'est ce qui nous différencie. Cela dit, sur la biodiversité, sur le volet biodiversité, j'ai bien regardé ce que dit la NPO, ce que dit l'Office français de la biodiversité, ce que dit Nature en Occitanie dans un rapport qui est assez long et que, bien sûr, j'espère vous avez consulté ou que vous aurez à votre disposition, et qui pose la question, donc la question je vous la pose, c'est pourquoi pour le moment vous n'avez pas déposé de demande de destruction d'espèces protégées, parce qu'il semble bien évidemment que vous allez porter atteinte à un certain nombre d'espaces des pelouses sèches et qui sont des espaces porteurs de grande biodiversité qui deviennent très rares. Et à ce propos, je voulais vous demander aussi pourquoi en août 2019, après les études qui ont été faites sur ce territoire, il y a eu défrichement, labour de 5 hectares de terre sur les parcelles numéro 2 et numéro 3. Eh ben, merci beaucoup pour cette question parce qu'elle est plus que pertinente. Oui, l'environnement c'est un enjeu, clairement, parce que tout projet d'aménagement nécessite une expertise naturaliste. Donc, nous on le fait sur l'année, au droit de tous les taxons, avec tous les bureaux d'études qui ont les compétences de le faire. Donc ce qui a pu lever, oui, des enjeux. Donc comme je l'expliquais, donc en lisière, prairies mésoxérophiles, mésopolluants, et différents types d'habitats. Donc ça c'est des zones où malheureusement on est conditionné à un regard d'experts écologistes. Donc ce qui a travaillé pour notre dossier, c'est Clédris, qui a été repris après par Synergie Environnement. Et donc c'est sur cette base de travail-là qu'on a conditionné le projet en conséquence. Donc certes, à l'issue du dépôt de la demande de permis de construire, on n'avait pas l'observation de l'État sur notre implantation, et les motivations et les mesures que nous a soumis le bureau d'études écologue, pardon. Et c'est justement c'est ce qui a motivé et légitimé la revue du projet lors de la réception du coup de l'avis de la MRE. Donc c'est pas vraiment un avis négatif, parce que l'avis de la MRE n'a pas pour position de dire oui ou non à un projet. C'est un avis global et plus général. Donc je remercie encore la MRE qui a
pu prendre le temps de constituer un avis conséquent de 12 pages, là où sur des projets, des projets classiques, on est entre 4 et 5 pages. Là, c'était conditionné. Donc ça a vraiment motivé des efforts de revue du projet, non pas sur la forme, mais sur le fond, comme je disais, avec tous les linéaires de haies, les corridors écologiques, les aménagements complémentaires qui pourraient être faits. Bien sûr, ça pourrait être revu si des compléments pouvaient être faits dans le cadre du projet. Là-dessus, on n'a malheureusement pas la compétence chez Photosol, on a un droit de regard sur les études, forcément, commandites, c'est les bureaux d'études experts naturalistes qui le font. Par rapport à cette histoire du coup de demande de dérogation d'espèces protégées, ça n'a pas été motivé dans le cadre de l'avis de la MRAE. Là-dessus, ça rejoint aussi l'avis de l'OFB, qui a aussi constitué un avis. Alors, là-dessus, je regrette qu'on n'ait pas eu connaissance de l'avis de l'OFB, parce que c'était un avis qui a été demandé par la MRAE pour asseoir son expertise. Donc tous les points n'ont pas été pris dans l'avis de la MRAE. Donc du coup, nous, on s'est simplement basé sur l'avis de la MRAE qui nous a été communiqué. L'avis de l'OFB, j'en ai eu connaissance lors de la phase d'enquête publique, dans la constitution du registre. Donc là-dessus, je ne peux pas trop m'avancer parce que les informations, je ne les avais pas, du moins, je les avais en même temps que vous, en fait, lors de la consultation du registre. Donc ça, je le regrette. Je te coupe, mais ceci dit, sur la dérogation, par rapport à l'avis de l'OFB, à l'avis de Nature en Occitanie ou même de l'LPO, et l'avis de la MRAE, c'est qu'en effet, toutes ces pelouses sèches ont été évitées à la suite de ces avis. Donc la demande de dérogation qui portait sur les habitats qui ont été entièrement, à part pour 30 mètres carrés, je crois, pour une pelouse, qui ont été entièrement évités dans le cadre de la revue du projet à la suite de l'avis de la MRAE. Après, il y avait une autre question qui était aussi pertinente, que vous avez dit juste à la fin. Vous pouvez juste me la redire? C'est la question du labour qui a été Oui, c'est ça. La question du labour qui a été fait en 2019, donc après les études qui ont été menées sur les études d'impact. Oui, tout à fait. Et donc, on a constaté qu'il y a quand même eu 5 hectares qui ont été labourés. Ouais, donc, sur ces pelouses. Tout à fait. Et on l'a présenté. On est aussi dans un devoir de transparence parce qu'on ne peut pas malheureusement emprisonner l'exploitant dans une cage pour plus qu'il profite de son activité agricole. Donc ça, c'est malheureux, mais c'est un fait, c'est un truc qui nous arrive souvent, malheureusement. Monsieur, non, c'est ma parcelle, je la travaille comme je veux. Je veux consommer le crédit, j'ai le droit de consommer le crédit. Non, vous n'allez pas. Je réponds. Non. Mais justement, non, c'est vraiment intéressant comme sujet, parce que je veux vraiment pousser la réflexion par rapport à ça, parce que on fait des sous-entendus par rapport du coup à l'aménageur, comme quoi potentiellement on aurait, je pense, commandité la destruction des habitats protégés. Et non, nous, on a fait une photographie lors de l'état initial du volet naturel, qu'on a porté dans l'étude d'impact, donc ça c'est Caïdris qui l'a fait, et en conséquence, Caïdris s'est rendu compte de cette modification d'habitat. Donc nous, on se dit, merde, on l'a pas demandé. Donc on se retrouve avec ce constat qu'on a dû présenter dans l'étude d'impact pour présenter cette modification d'habitat. Et ça, c'est constant, c'est global, parce que quand vous êtes sur une activité agricole, vous avez un travail des sols qui est fait. Donc vous avez une culture à considérer, une activité à faire, et oui, les sols bougent, et ça malheureusement, on est, même d'un point de vue légal et puis juridique, on ne peut pas emprisonner un propriétaire, ou du moins le clouer au pilori pour qu'il arrête son activité durant 5 ans de développement. Parce que c'est 5 ans de développement aussi qu'on parle, et ça malheureusement, on ne peut pas. C'est toute l'ambiguïté du développement d'un projet solaire, autant il soit long que court. Donc il y a un vrai paradoxe de développement dans notre filière même, où on ne peut pas développer de projet, j'ai envie de dire, aussi sereinement que toutes les... le voudraient, quoi. Donc on est conditionné aussi par rapport à ça. Pour continuer le débat, là, moi juste pour rebondir sur l'observation, ceux qui s'intéressent aux avis de la LPO, de Nature en Occitanie, etc., le registre numérique, fait de la pub, ce ça, permet d'aller télécharger tous ces avis, toutes les contributions qui sont publiées dans le cadre de l'enquête publique sont accessibles à tout un chacun, et je trouve que sur le plan de la démocratie, c'est quand même un assez grand progrès. Donc les moyens modernes auront leurs inconvénients. En l'occurrence, je pense que celui-là est intéressant. Allez-y, c'est facilement téléchargeable, c'est accessible. À titre personnel, j'y vais tous les soirs, mais j'y vais intérêt. Si vous n'y allez pas tous les soirs, si vous vous intéressez à l'avis de l'LPO, vous pouvez le retrouver assez facilement. La deuxième observation que je voudrais faire, pour revenir un peu sur
ces histoires de pelouse sèche évitée. C'est vrai que c'est une des caractéristiques de ce dossier dont je me suis ému la première fois où j'en ai pris connaissance, d'une assez grande différence entre le projet qui avait été soumis à instruction en fin 2020 et celui qui est revenu après l'avis de la MRAE qui a été produit fin 2020. Donc il y a eu 1 an d'études et c'est vrai qu'il y a, je pense, à peu près 10%, je crois, de diminution de panneaux photovoltaïques. Alors, j'ai pas fini mon rapport, j'ai pas fini les analyses, j'ai pas encore complètement dépouillé toutes les observations qui me sont remontées et qui me remonteront, mais c'est vrai que c'est un point sur lequel je serai attentif, de voir sur le projet in fine qu'est-ce qu'il reste comme atteinte aux zones qui avaient été qualifiées comme sensibles. Bonsoir. Donc, du coup, moi, je vais sortir un petit peu des aspects environnementaux ou agricoles. A priori, Photosol présente le site comme un site industriel. Donc, il est important aussi de voir les aspects en matière de sécurité liés aux installations industrielles. Donc, on voit que vous prévoyez des réserves d'eau, des accès pour les pompiers. Donc, j'ai cru comprendre que certains sites avaient des départs de feu dans les Landes, que des départs de feu avaient eu lieu, que ça nécessitait notamment des formations pour les sapeurs-pompiers, notamment ici, les 2 centres de secours sont quand même essentiellement composés de pompiers volontaires. La question en matière de formation, aller couper le courant électrique dans des structures comme celle-ci, je ne sais pas qui a envie. La question aussi des fluides qui coulent à l'intérieur de ces panneaux photovoltaïques. Bon voilà, tous ces aspects-là, il faut pouvoir y répondre. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup de cette question. Donc ça touche à la maintenance, S10, pompiers, AC, formation. Il faut savoir que chez Photom, on a un capitaine de S10 qui travaille avec nous et qui aide par le biais de fiches de mission pour intervenir sur site. Donc ça, c'est pas commun, intervenir sur une centrale, clairement, c'est pas banal. Il faut s'assurer, il faut avoir l'équipement en place. Et ça, on l'a structuré au sein même de notre filiale. Donc on a un capitaine S10 chez Photom. Donc je pourrais vous dire qui c'est. Mais on a cette personne qui est détachée et qui forme en local les S10 du coup, qui sont demandeurs du coup, d'informations pour intervenir sur les centrales avec du coup, des moyens adéquats. Alors je vais juste compléter, excuse-moi, je me permets juste de compléter un petit peu. C'est en fait les pompiers ne coupent pas la centrale. C'est-à-dire que dès qu'il y a une activité sur la centrale, ils laissent brûler. C'est-à-dire, il y a une coupure à distance qui est déjà mise en place. C'est-à-dire c'est nos équipes d'exploitation qui, dès qu'il y a une problématique, coupent l'intégralité de la centrale. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est pour ça qu'ils n'interviennent pas sur site, c'est couper les panneaux. C'est-à-dire que les panneaux, s'il y a de la lumière, ils continueront à fonctionner quoi qu'il arrive. Tout le reste de l'installation est coupé, les panneaux continueront à fonctionner. Donc les pompiers et les services de secours incendie ont pour consigne de ne pas intervenir sur la centrale. Leur objectif, c'est toutes les interventions, les citernes et les pistes périphériques sont là pour circonscrire le feu. S'il vient de l'extérieur, pour l'empêcher d'utiliser la centrale comme une zone coupe-feu, et s'il y a un incendie qui viendrait de l'intérieur de la centrale, pour éviter que le feu s'éloigne de l'extérieur. Mais il n'y a aucune intervention des pompiers sur les installations. On attend que s'il y a un feu à l'intérieur de la centrale qui n'est pas maîtrisable en interne, enfin directement parce qu'il est pris tout de suite, on circonscrit le feu à l'extérieur et on laisse brûler la centrale. C'est la même chose sur un hangar. C'est exactement pareil sur un hangar, c'est exactement pareil sur toutes les installations-là. Et il n'y a pas de fluide dans les panneaux, juste pour information, il n'y a pas de problème technique. Moi je suis éleveur, ici même, là, nous avions 5 ou 6 km comme d'autres. Quand je vois un site comme ça qui était destiné à la céréale sur des terrains de plateaux très pauvres, qui autrefois étaient pâturés, il faut le savoir, il y a 50, 60 ans, 70 ans de ça, il y a 20 ou 30 ans de ça, il y avait à peu près une quinzaine d'éleveurs, 15-20 éleveurs sur le rayon de 5 km de ce site. Aujourd'hui, il y en a encore un petit peu moins. C'est dommage. J'espère que, parce que bon, ce projet, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, j'espère que nous, en tant qu'éleveurs, on ne va pas en bâtir, je ne pense pas, parce que moi, j'y vois quand même des côtés. Il y a des côtés négatifs, on disait extraction de minerais, tout ça. J'y vois aussi quand même des côtés positifs, parce que quand on parle bilan carbone au niveau rien que de l'élevage ovin, tel qu'on le pratique dans le coin ici, c'est-à-dire à base de l'herbe, c'est quand même très positif. Ce n'est pas des terrains qui sont dégradés, ce sont des terrains contraires enrichis. Mais je veux dire, on capte du carbone, c'est quand même important dans un bilan. C'est quand même, ce n'est pas rien du tout. Au niveau agricole, on fait beaucoup d'efforts. Je pense que
il y a des projets où c'est qu'il faut prendre le plus de moyens, c'est essayer de faire avancer un petit peu les choses au mieux. Quoi. Voilà. Donc, nous, on vit ici, on n'est pas là, on n'a pas envie d'avoir des conséquences d'un tel projet. Moi, je pense que pour l'élevage au vin, c'est très bien, on en a besoin. Ce jeune agriculteur, après tout, si c'est installé là-dessus, c'est qu'il y a des besoins. Si les marges brutes, par contre, comme elles sont annoncées, sont complètement erronées. Je vous rassure, elles sont quand même un peu plus élevées, heureusement, parce que sinon, on ne le vit plus. En plus, pour la marge brute, la marge nette, qu'est-ce qu'il va rester, le pauvre gars? Il va lui rester moins de 2 000 euros, moins de 3 000 euros, même pas. Quoi. Bon, on est comme tout le monde, on tient quand même à vivre, on vit un peu moins décemment, mais le gros problème qu'il y a, c'est aussi ce que fait le consommateur en matière d'alimentation. Donc, c'est-à-dire les agriculteurs, si le panier de la ménagère, on pensait un peu plus à nous, mais peut-être qu'on vivrait mieux. Et par contre, de notre côté, au niveau énergie, peut-être que l'énergie aussi, moi je sais que là, l'été, en ce moment, depuis quelques années, on est 37-38 degrés, et si on est à l'ombre d'arbres ou de panneaux photovoltaïques, franchement, c'est pas génial pour nous, parce que c'est quand même compliqué pour les mettre aussi. Et en face, il y a des gens qui sont sous des climatiseurs dans des piscines. Quoi. Aux heures, on sait que des panneaux photovoltaïques doivent produire. C'est quand même un petit peu dérangeant dans les deux sens. Quoi. Je ménage la chèvre et le chou, en fait, quelque part, il y a un problème de consommation. Quoi. Que ce soit au niveau de l'énergie, au niveau de l'alimentation. Dans les éleveurs, ils ont besoin de vivre, et s'il y a une rente, après tout, et qu'ils la prennent, quoi, moi ça ne me dérange pas. Si c'est fait de la façon la plus vertueuse, on rénove de ma façon de produire. Bon, moi je suis en bio, en plus, je fais pâturer, on déplace les troupeaux à pied, quoi. Et ma force, au niveau du revenu, justement, c'est le bilan carbone. Parce qu'il y a longtemps que je me suis dit, mais si on améliore notre bilan carbone, et bien on va améliorer notre bilan financier, tout simplement, quoi. C'est important. Donc, par contre, je voudrais juste venir sur une petite chose, là, c'est une petite alarme dans le secteur. On a beaucoup, sur ce projet-là, je vois qu'il y a des protections, là, des grillages. Alors ça, c'est quelque chose qui peut choquer les gens. Moi, je trouve ça très bien pour l'éleveur. On a beaucoup de problèmes de vol et d'attaque de chiens errants en ce moment. Un petit message, on est vraiment embêté avec ça dans la région, quoi, en ce moment. Voilà, ça c'est un petit message en tant qu'éleveur. Voilà, donc moi je pense que si l'agriculture, c'était de l'énergie de l'agriculture et du bien. Je comprends aussi le problème paysager, parce que bon, c'est tout, quoi. On a à gagner, on a à perdre. J'espère que cet éleveur aura vraiment à gagner. Je pense que c'est le cas. J'espère pour lui. Nous, ce qui est sûr, c'est que le pâturage, franchement, remettre de l'herbe aux bêtes, c'est mieux que de produire des céréales et faire avec des tracteurs, les amener sur le coopérative, les refaire venir et ainsi de suite. Ça, c'est du bilan carbone négatif. Quoi. Voilà. Donc, notre déplace de céréalier. C'est pour ça que sur des conversions de terrain comme ça, pour moi, ça me plaît. Oui, merci beaucoup pour ce témoignage. Il y en avait plusieurs comme ça. Le représentant de la Chambre d'agriculture veut réagir et je lui passe bien volontiers le micro parce que vous en avez un. J'en ai déjà un, merci. Oui, je voulais préciser par rapport aux marges. Effectivement, elles sont basses au départ, payer les charges et après il en reste pour faire du revenu. On trouve la bouffe assez chère en France, mais il faut savoir que par rapport au salaire qu'on gagne, c'est très faible par rapport aux années 70. Donc si je dis que la bouffe est pas chère, vous n'allez pas être d'accord, mais le fait est qu'elle n'est pas chère parce que, en contrepartie, on a créé la PAC et on donne des aides aux agriculteurs qui en fait font le revenu. Voilà. Donc par rapport aux arguments pour, la clôture c'est une exigence de la profession. Il faut que les animaux puissent rester dehors, les déplacer, les redéplacer, les protéger, ça coûte. Il y a énormément de prédation par les renards, surtout dans les périodes d'agnelage de printemps. Donc la clôture, elle exige. Le chien, c'est un problème. Le loup, peut-être, sera un autre problème. Donc la clôture est là pour ça. Ensuite, sur les terres maigres, c'est aujourd'hui prouvé par des études et par l'INRAE notamment, les panneaux protègent le sol et l'herbe de la brûlure. Donc on a une meilleure pousse de l'herbe qui peut être un peu décalée en plus dans le temps. Donc on a un système de rotation qui est plus long, surtout dans ces zones séchantes de printemps. Donc on garde une meilleure herbe pendant plus longtemps. Et surtout, la prairie ne brûle pas, ce qui fait qu'elle arrive plus ou moins à survivre l'été. Et à l'automne, quand on a les premières pluies, on a à nouveau des parcelles productives. Donc aujourd'hui, plus le terrain est maigre, plus l'intérêt des panneaux se vérifie en termes agronomiques. Et donc une prairie qui ne meurt pas, c'est de la matière organique qui reste, c'est du stockage et c'est aussi de la biodiversité de sol qui se crée. Il va en être planté. Aujourd'hui, il n'y en a pas des arbres. Là, il va y en avoir.
Excusez-moi, je pose une question, mais j'allais aussi dire quelque chose, parce que même les agriculteurs ne peuvent être pas d'accord. Alors, premièrement, en ce qui concerne les chiffres que j'ai présentés, je veux que vous soyez absolument clairs. Ces chiffres venaient des documents de Photosol, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, j'ai cité vos chiffres. Donc, si ils se sont trompés, ils se sont trompés. Voilà. Deuxièmement, en ce qui concerne les terres, alors la semaine dernière, si vous étiez là, nous avions la Confédération paysanne était ici, leur secrétaire général Christian Rossi, et il a regardé les terres du site, et il faut savoir que ici, dans le SCOT de Cahors, ces terres sont identifiées comme de forts potentiels agronomiques. Excusez-moi. Ils sont dans l'étude d'impact de Photosol, les terres sont décrites comme de forts potentiels agronomiques. Alors ça, non, monsieur, j'ai montré la carte du SCOT la semaine dernière, vous n'étiez pas. Pendant les études, vous n'y étiez pas. Je propose qu'on laisse terminer M. Avali et puis on reviendra sur M. Avali. La carte, nous l'avons montrée la semaine dernière. Si vous étiez là, vous l'aurez vue, monsieur. Si. Oui, je vous demande de regarder les cartes de nouveau. Nous sommes dans une zone fort potentielle agronomique. En ce qui concerne là, c'est un point que Madame Labarre avait soulevé. Alors, faut-il savoir... Ce qu'il faut savoir, que pour la biodiversité, il y a un arrêté préfectoral qui va s'appliquer à tout ce site, qui oblige le débroussaillage tout autour du site sur un rayon de 50 mètres. Donc, si vous faisiez presque 10 km par 50 mètres, ils vont être obligés de débroussailler, même débroussailler dans les plantations qu'ils vont faire. Ça fait 50. Ça, bien sûr, c'est pour le feu, l'incendie. Mais ça va tuer des bêtes. Et ce n'est pas seulement les pelouses sèches qui sont en danger. La LPO, Ligue pour la protection des oiseaux, a émis un avis défavorable. Si vous le lisez, il est sur le site que M. Calmez nous a dit. Vous allez pouvoir lire pourquoi. Parce qu'il y a des espèces d'oiseaux qui sont protégées et il y en a deux qui sont en fort danger de disparaître. Donc il faut prendre ça en compte aussi. Finalement, oui, j'ai parlé de... Alors, ces terres, en fait, ils valent rien, il paraît, mais tout d'un coup, on va pouvoir planter tout autour, sur les terres, pour alimenter les bêtes. Il serait beaucoup plus intéressant de planter de la lavande, parce que là, vous auriez un réel bénéfice. Nous avons fait une étude sur ces terres pour de la lavande, et vous dégagerez quelque chose de beaucoup plus intéressant.